Ok, très bien. Donc, bonjour tout le monde. En fait, on continue aujourd'hui, c'est-à-dire dans nos séances de deep learning appliqué, de deep learning appliqué en télécommunication. Voilà. Ok. Voilà. La question maintenant, en fait, disons primordiale, hein. La question primordiale, personnellement, je la trouve primordiale et hyper importante. C'est pourquoi utiliser le deep learning? Pourquoi faut-il appliquer l'apprentissage profond? En fait, techniquement, nous avons assez d'algorithmes en data mining classique. Car quand je parle de data mining classique, c'est-à-dire et en modélisation statistique. En fait, la modélisation statistique, là, je parle en fait du courant des années 90. En fait, pendant les années 90, il y avait trois statisticiens, Hasté, Tibsheran et un autre statisticien en fait, de Stanford, qui ont rédigé un livre sur la modélisation statistique. Dans ce livre, on trouve des algorithmes mathématiques. Par exemple, la régression logistique. La régression logistique, c'est un algorithme de la modélisation statistique. En fait, c'est un algorithme mathématique. La régression multilinéaire aussi. Eh ben, nous avons en fait plusieurs algorithmes et modèles mathématiques. Ok, après, avec le data mining et le machine learning, l'avènement du data mining et le machine learning, eh ben, nous avons encore d'autres algorithmes plus poussés. Par exemple, l'algorithme d'arbre de décision, ou bien les algorithmes ensemblistes. Arbre de décision, c'est les débuts des années 2000. Hein. Après, les algorithmes ensemblistes avec le random forest, l'algorithme après, en fait, AdaBoost. Puis on trouve XGBoost, CatBoost, l'IGBM. Et même c'est démontré, les algorithmes ensemblistes par rapport aux données tabulaires dépassent la performance des algorithmes de deep learning. En fait, le deep learning, il est très fort dans les données séquentielles, speech to text, text to speech, en fait, pour faire de la traduction. Il est très puissant par rapport, en fait, aux données images, pour la classification d'images. Mais malheureusement, dans les données tabulaires, eh ben, nous avons les modèles ensemblistes. Et vous, en télécommunication, vous allez finir beaucoup avec des données, vous allez analyser beaucoup de données tabulaires, hein, des tables, comme je viens de vous montrer. Par exemple, le problème de désaxement des clients, churn problem, et bon, c'est des données tabulaires, hein, c'est-à-dire toi, tu prends plusieurs fichiers, en fait, tu commences à faire des jointures, de concaténation, des pivot tables pour créer un data hub final, un data mart. Et à partir de ce fichier-là, on applique des algorithmes. Donc voilà la question. Pourquoi faut-il appliquer le deep learning? En effet, la réponse, elle est simple. En fait, la réponse se trouve dans cette courbe. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez un autre jour vendre le deep learning en fait à un PDG, c'est-à-dire à un businessman, en fait, à quelqu'un qui, ou bien vous voulez peut-être ouvrir vos startups en deep learning, et bien voilà la courbe disons, la plus importante. Qui permet de différencier entre les algorithmes de deep learning et les algorithmes en fait de machine learning. Hamdi, en fait, tu peux me poser des questions si tu as envie. Hein. Il y a Moaz et Noé, en fait, avec nous. Hein. Avec nous. Bon, vous devenez célèbre quoi, après, sur YouTube. Mais voilà la courbe, en fait, la plus importante. En fait, qu'est-ce qu'on trouve dans cette courbe? Qu'est-ce qu'on remarque dans cette courbe? En fait, l'axe des Y, c'est la performance. C'est-à-dire par rapport à la régression, on traque, on essaie de capter la performance, on essaie de quantifier la performance avec une métrique qui s'appelle le R au carré. Sauf que le R au carré, le coefficient de détermination, ces valeurs sont trompeuses. Il y a un problème avec R au carré, donc faites attention. En fait, on utilise plutôt le R au carré ajusté, adjusted R square. Il y a une école qui utilise le AIC, le BIC, Bayesian Information Criteria. Et ben, en fait, l'axe des X, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la quantité des données. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand
on commence à augmenter la quantité des données utilisées pour l'analyse, eh ben, avec les algorithmes de machine learning, avec les algorithmes de data mining, avec la modélisation statistique, on atteint en fait une certaine saturation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait quand on utilise en fait 1 kilo-octet, eh ben, on obtient cette performance. Eh ben, quand on augmente la quantité des données, on passe à 1 mégaoctet, on améliore la performance. Quand on passe à 100 mégaoctets, on améliore encore plus la performance. Après, quand on passe en fait peut-être à 1 téraoctet, 100 gigaoctets, les algorithmes de machine learning atteignent une certaine saturation. Alors que les algorithmes de deep learning voient leur performance croître encore et encore. Question, pourquoi? D'après vous, pourquoi les algorithmes de deep learning fonctionnent très très bien vers la région du big data, hein, c'est-à-dire où il y a beaucoup de données, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, 1 téra, alors que les algorithmes en fait, de machine learning et de modélisation statistique atteignent en fait une certaine saturation par rapport à leur performance. En fait, la réponse, elle est simple. Voilà la réponse. En fait, la réponse vient de ce schéma. Et surtout de cette partie-là, l'étape de feature extraction. L'étape de feature extraction. En effet, en machine learning, les feature extraction, c'est-à-dire le feature extraction, c'est-à-dire comment on va extraire des features à partir de nos données. Par exemple, imaginez on fait une image. Donnez-moi un feature par rapport à une image. On peut compter, par exemple, c'est quoi la différence entre l'image d'une voiture de pompier et l'image en fait d'une voiture normale? C'est la couleur rouge. Par exemple, les voitures des pompiers est colorée en rouge, alors qu'une image traditionnelle, en fait, peut-être contient plusieurs autres couleurs que le rouge. Donc, un feature simple, c'est tout simplement calculer le nombre de points rouges. En machine learning, malheureusement, le data scientist essaie d'extraire les features à la main. En fait, pas vraiment à la main, mais en utilisant des algorithmes mathématiques. En effet, avant 2018, quand on voulait analyser des images en machine learning, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on applique des transformations mathématiques. Par exemple, la transformée de Fourier. On applique, par exemple, en fait, des filtres pour extraire des filtres, c'est-à-dire des matrices contenant des... Je vous donne en fait quelques exemples de filtres. Par exemple, en fait, le blurring. Le blurring, c'est un filtre. Est-ce qu'il y a... bon, apparemment... Ça va. Mais, par contre, donc en fait, en machine learning, on commence par une image, on commence en fait par un ensemble de données. Donnez-moi en fait un feature dans les données tabulaires. Et ben, en fait, l'âge d'un client, c'est un feature. Le sexe d'un client homme-femme, c'est un feature. L'adresse du client, c'est un feature. Tunis, je ne sais pas moi, Tunis, Gerba, Sousse, par exemple, c'est un feature. Et ben, le data scientist ici, ok, donc le data scientist essaie en fait d'extraire des features manuellement. Puis, il va donner ces features à un modèle mathématique ou bien à un algorithme de machine learning. Puis, en fait, on va finir soit par une classification ou bien par une régression. Par contre, la différence fondamentale entre les techniques ou bien les algorithmes de machine learning et les algorithmes de deep learning, c'est que l'extraction des features s'effectue de manière automatique en deep learning. C'est-à-dire, en deep learning, on laisse au réseau de neurones la liberté de faire le feature engineering. Et cette étape s'effectue de manière automatique via en fait les neurones et aussi de manière non linéaire et plus efficace. Donc, un réseau de neurones va capter plus d'informations qu'un algorithme traditionnel. Pourquoi? D'après vous, vous avez étudié la physique statistique quand vous étiez en classe prépa. En classe prépa, à la fin de la deuxième année, vous avez étudié un peu la physique statistique. C'est quoi, en fait, donnez-moi une caractéristique majeure de la physique statistique. Enfin, de la thermodynamique, la physique statistique. Et en plus, vous avez fait les classes prépa physique-chimie.
En fait, qu'est-ce qu'on fait en physique statistique? On crée des fonctions d'état. L'énergie interne, l'entropie, vous avez oublié l'enthalpie. Et ben, en fait, ces grandeurs, ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes. On essaie en fait de calculer des moyennes. Et ben, le data scientist ici, il est en train en fait de calculer des moyennes. Les features extraits manuellement à partir en fait des données, ce sont des moyennes. Et pendant en fait l'opération du calcul de ces moyennes, on perd de l'information. Heureusement, l'apprentissage profond permet d'éviter la perte de cette information. Voilà pourquoi tout simplement, en fait, on atteint une certaine saturation, une certaine stagnation quand la quantité de données augmente pour les algorithmes de machine learning, alors que le deep learning, en fait, ne cesse d'augmenter. C'est bon, c'est clair, vous avez compris. Et donc, voilà la raison principale, en fait, à sortir, ou bien la réponse à sortir à quelqu'un qui vous demande pourquoi il faut utiliser du deep learning. Car tout simplement, maintenant, en fait, peut-être vous n'avez pas vraiment intérêt à atteindre, je ne sais pas moi, 95% d'accuracy sur des données. En fait, atteindre la performance 100%, c'est presque impossible. Après 95%, c'est quoi la différence entre atteindre 95% et atteindre 93% sur un problème de classification dans le département des risques, enfin, dans le département risque d'une banque. Mais, maintenant, c'est quoi le problème numéro 1 quand on applique un réseau de neurones? Eh bien, il existe en fait plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y a le problème d'interprétabilité. Le problème d'interprétabilité. Je vais en fait vous montrer ça ici. En fait, quand on trace, ou bien quand on essaye de mettre les modèles dans le plan interprétabilité contre accuracy, c'est-à-dire contre la performance du modèle, eh ben, on trouve que la régression linéaire, la régression logistique, ces deux modèles mathématiques, donc interprétables. D'après vous, via quoi ces deux modèles sont interprétables? La régression linéaire et la régression logistique. Pourquoi les gens préfèrent utiliser des algorithmes qui sont peu performants, mais très interprétables, d'après vous? Déjà question, pourquoi la régression linéaire est interprétable? En fait, derrière la régression linéaire, on trouve la théorie de la statistique inférentielle, les tests d'hypothèses statistiques. Donc, en fait, quand on applique un algorithme de régression linéaire, ou bien un algorithme de régression logistique, ou bien quand on applique un algorithme lasso regression, ou bien ridge regression, ou bien ElasticNet, c'est-à-dire régression linéaire ou bien multilinéaire régularisée. Écoutez, si je vous donne en fait des termes très compliqués, vous me dites. Eh bien, ces algorithmes mathématiques sont interprétables via la statistique inférentielle. Donc, on peut appliquer des tests d'hypothèses statistiques. Donc, en fait, on peut déterminer la pertinence d'une variable, d'un feature, enfin d'un paramètre via le p-value. C'est-à-dire, le p-value, si on travaille à 3 sigma, c'est 1%. Si on travaille à 2 sigma, c'est 5%. Si c'est inférieur à 5%, c'est pertinent. Si c'est supérieur à 5%, c'est pas pertinent à 2 sigma. En fait, on peut appliquer un test d'hypothèse statistique. Par contre, les réseaux de neurones, le problème en fait avec les réseaux de neurones, c'est que la performance, elle est très très grande. En fait, un réseau de neurones dépasse un support vector machine. En fait, c'est démontré dans les articles scientifiques. Un support vector machine, un SVM, avec un noyau linéaire, en fait, c'est comme un réseau de neurones. C'est comme un réseau de neurones à un N. Après, bien évidemment, il existe des réseaux de neurones plus avancés. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler beaucoup des réseaux de neurones. Donc, en fait, les réseaux de neurones, on gagne en matière en fait d'accuracy, de précision. Enfin, je ne parle pas de la précision en classification. Je parle en fait du mot en français. C'est-à-dire, les algorithmes de réseaux de neurones sont très performants, car ils arrivent à capter de l'information. Malheureusement, ces algorithmes ne sont pas interprétables. Donc, si vous allez essayer en fait de passer, d'argumenter face à un businessman, face à des managers business qui vont peut-être vous poser la question, pourquoi vous voulez utiliser le deep learning? Pourquoi pas appliquer un algorithme plus simple? Il faut sortir ça. C'est-à-dire, dans un contexte de deep learning, dans un contexte de big data, les algorithmes de deep learning sont plus performants.
Ils vont en fait contre-attaquer, ils vont vous dire, mais les algorithmes en fait de deep learning ne sont pas interprétables. Heureusement, maintenant en fait, il y a un nouveau framework de travail en data science. C'est-à-dire, il ne suffit plus en fait maintenant de prendre les données, d'appliquer un modèle statistique pour faire une prédiction. Il existe maintenant des modèles d'explicabilité. Eh bien, ces modèles d'explicabilité, et moi, je les ai, en fait, j'ai parlé un peu de 3, ELI 5, LAI, ICHAP. Donc, on a résolu le problème. Avec LAI, ICHAP, on peut interpréter un réseau neuronal. C'est vrai, il ne s'agit pas d'une interprétation mathématique très profonde, mais on arrive quand même à interpréter. En fait, je peux vous montrer là, il m'échappe. Et ça, c'est hyper important. Hein. Attendez, bon, là, en fait, je parle des techniques de quantification de performance d'un algorithme en fait, de régression, enfin, c'est-à-dire les métriques. Où on trouve ça. Bon, après, algorithme de classification. Voilà, par exemple, en fait, les algorithmes de l'explicabilité, on trouve LIME, on trouve DeepLift, on trouve Scatter, on trouve Shapely, on trouve AX360, Rolex Explainable AI, What If Tool, Activation Atlas. Donc, en fait, c'est de Google OpenAI. Hein. OpenAI, c'est une startup qui fait uniquement des choses très avancées en deep learning, en deep reinforcement learning. En fait, voilà, quand on applique un algorithme d'explicabilité, eh ben, il va nous donner les régions de l'image qui ont participé à la classification. Donc, par exemple, là, l'algorithme, en fait, il est en train de pointer le nez du chien. Qu'est-ce qu'il fait du chien un chien, d'après vous? يعني انت كي تبدا تمشي في الطريق تخيل معك كنت بيبي انت كان عمرك 3 سنين ما عادش تتفكر ولا لا عمرك 3 سنين السؤال بتاعي en fait non personne ne répond السؤال بتاعي وقت اللي انت تمشي تجيبوك وانت يومك وشفت كلب par exemple un chien وقلت هبه واش عرفت هذاك ان chien اما انت عمرك 4 سنين وقتها اسكو انت ثم شكون اللي قال لك راه هذاك سيتان j'ai une question. En fait, comment on peut différencier entre un chihuahua et un berger allemand? Avez-vous un chihuahua? En fait, l'algorithme d'explicabilité arrive à nous donner la région de l'image qui a contribué le plus à la classification. Donc, apprenez LIME et SHAP. Ce sont deux modules phares d'explicabilité. LIME, L-I-M-E, et SHAP. S-H-A-P. En fait, non. En fait, il existe, j'ai un étudiant qui s'appelle Brahim, en fait, qui a fait son PFE avec moi, il a travaillé sur ces algorithmes d'interprétabilité. En fait, LIME fait des approximations locales. En fait, vous avez fait beaucoup de mathématiques en classe prépa. Vous connaissez le développement de Taylor. En fait, ça consiste à quoi le développement de Taylor? On essaie d'approximer une fonction localement avec une droite. C'est-à-dire on s'arrête à l'ordre 1. Si on s'arrête à l'ordre 1, f de 0 plus quoi? Plus x moins 0, f' de 0 sur factoriel 1. Donc c'est une droite. Donc en fait, localement, on arrive à approximer une fonction avec des droites. Donc, LIME, qu'est-ce qu'il fait, LIME? Eh bien, LIME, il applique des modèles linéaires, localement. Et avec ces modèles linéaires, on arrive à interpréter. SHAP, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il supprime des colonnes, il supprime des lignes, et puis il regarde en fait la performance, il supprime d'autres colonnes, il supprime d'autres lignes, il regarde la performance. Et on arrive en fait à comprendre, par exemple, pourquoi l'algorithme de classification d'images, en fait, il a classifié ce husky, ça c'est un chien, comme un loup. Et bien, pourquoi? Car en fait, il a compris que voilà les régions de l'image qui ont poussé l'algorithme CNN à dire que ce chien est un loup, à classifier ce chien comme un loup. Est-ce que c'est clair?
Donc, en fait, voilà, après tout ce propos, en fait, qui peut être très compliqué pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir, en fait, il faut retenir, en fait, deux choses, tout simplement. Les algorithmes de deep learning sont plus performants dans un contexte big data. Plus la quantité des données augmente, plus la performance des algorithmes de deep learning en fait s'améliore. Pourquoi? Car en machine learning, on effectue en fait l'extraction des données manuellement. Donc, quand on applique ces moyennes, on perd de l'information. Le deep learning ne fait pas ça. Problème numéro 2, les algorithmes en fait de deep learning ne sont pas interprétables. Ce problème a été résolu via en fait les algorithmes d'explicabilité. Voilà. Donc, oui, on peut appliquer des algorithmes de deep learning dans l'analyse des données. C'est bon, vous êtes convaincus là, vous êtes convaincus. Mis à part le deep infolding, c'est-à-dire le fait d'appliquer des algorithmes en fait de deep learning pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Peut-être je peux vous montrer ça. Bon, je peux vous montrer ça en fait juste pendant une minute. Je vais vous montrer comment on peut résoudre par exemple l'équation de Navier-Stokes avec en fait une architecture. Donc ça, par exemple, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? En fait, vous êtes en train de voir un code rédigé par un Iranien qui vit aux États-Unis. En fait, c'est un chercheur qui s'appelle Mazer Raisi. C'est un sommet en fait dans ce domaine. Il applique ce qu'on appelle le PIN, le Physics Informed Neural Network. Eh bien, on arrive en fait à résoudre des équations aux dérivées partielles avec des réseaux de neurones. Par exemple, là, voilà le réseau de neurones. C'est-à-dire, on initialise les weights, les poids et les constantes. Et puis, on crée en fait le réseau de neurones. On crée le réseau de neurones et puis en fait on commence à différencier. Donc là c'est U, en fait je calcule la dérivée selon Y, la dérivée selon X, la dérivée selon l'entonnoir, ainsi de suite. C'est de la différenciation automatique. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous êtes convaincus de l'utilité du deep learning? C'est bon, فهمتوا يعني عرفتوا شنو باش تقولوا للعباد نهار اخر كان يسالوكم pourquoi faire de deep learning. لكن ردوا بالكم راهو ثم des contraintes réglementaires où on ne peut pas utiliser le deep learning. مثال كي تمشي انت quand tu travailles en fait في le département risque d'une banque, les gens en fait qui vont classifier les clients, est-ce que ce client est risqué ou pas risqué, client fait des crédits وقاعد يرجع في les tranches نتاعو, et ben malheureusement il faut interpréter les résultats. On ne peut pas appliquer le deep learning. Donc, on applique la régression logistique. La théorie de la statistique inférentielle. Est-ce que c'est clair? Quand on a besoin des performances, quand on a besoin en fait des performances et il n'y a pas de règles réglementaires, on applique le deep learning. C'est clair? Bien, très bien. Tawa, en fait, allez, on va passer à qu'est-ce qu'on va faire? En fait, maintenant la question, vous allez me demander en fait bon, j'éteins ça. Voilà. Vous allez me demander en fait quelle architecture à appliquer. Quelle architecture à appliquer? Juste là. Bon, voilà, c'est bon. En fait, je vous envoie directement. Pardon. Je vous envoie en fait un cours très facile. Lui, il s'appelle Kirill Ermenko. En fait, c'est un Russe qui vit en Afrique du Sud. Et lui, en fait, il a un cours qui s'appelle Deep Learning de A à Z. En fait, il a un cours Machine Learning de A to Z, Deep Learning aussi. Je vous conseille de voir le cours. Son cours est très simple. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses en peu de temps. En fait, son cours se trouve sur Udemy. Vous pouvez le pirater sur n'importe quel site, c'est-à-dire télécharger les vidéos. Vous pouvez aussi l'année. Qu'est-ce que vous allez trouver sur SlideShare? Sur SlideShare, en fait, on peut récupérer les slides de son cours. Donc, qu'est-ce qu'il présente, lui? Bon. Lui, ici, en fait, il montre les différentes architectures de deep learning. En fait, tout ce qu'on peut faire avec du machine learning,
on peut le faire aussi avec du deep learning. شفتوا اللي نعملوه كله بالماشين ليرنينغ نجموا نعملوه بالديب ليرنينغ. Bon, تقعد المشكلة في l'interprétabilité, mais c'est pas grave. S'il n'y a pas de règles réglementaires, s'il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a pas en fait des lois, et ben on peut appliquer là et le champ. Mais en fait, tout d'abord, il y a l'architecture la plus simple, l'architecture ANN. L'architecture ANN, Artificial Neural Network. Puis, il y a en fait l'architecture CNN. Il y a l'architecture RNN. Bien évidemment, il y a l'architecture RCNN. Je ne veux pas encore pas. Après, il y a ce qu'on appelle l'architecture Transformers. Il y a l'architecture Performers. Bien évidemment, développée par Google, hein, le monopole de développement. En fait, avec ces architectures, on peut faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Autrement dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la fenêtre ne s'affiche pas. Attendez. En fait, je vais reloader la page. Voilà, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc, regardez-moi ça. En fait, si on veut faire une régression, avec des données tabulaires, il suffit de faire en fait de ANN, Artificial Neural Network, Used for Regression and Classification. En fait, un algorithme, une architecture ANN permet de faire une régression, permet de faire aussi une classification. En fait, il suffit de changer la couche finale. C'est-à-dire, si on veut faire une classification, en fait, dans une classification, il y a deux possibilités. Soit une classification binaire ou bien une classification multiclasse. Dans le cas d'une classification binaire, avec une architecture ANN, il suffit à la fin de mettre une couche contenant un seul neurone, donc un segment. On met la fonction segment à la fin. Maintenant, ou bien on peut mettre en fait deux softmax. Même pour une classification binaire, on peut mettre deux softmax. C'est-à-dire, le premier neurone va s'intéresser à la classe 1, le deuxième neurone va s'intéresser à la classe 2. Sinon, on peut mettre en fait un seul neurone dans la dernière couche. Je continue. Avec ANN classification, s'il s'agit d'une classification multiclasse, supposons que nous avons 5 classes, ou bien 10 classes. Qu'est-ce qu'on met en fait dans la dernière couche? On met 10 neurones. Dans chaque neurone, on met la fonction d'activation softmax. Écoutez, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites. Hein. Mais pour en fait la régression, on met pas, c'est-à-dire on finit par une couche, par une fonction d'activation y égale à x. Y égale à x. On ne met pas en fait une fonction d'activation qui va nous donner 0, 1 ou bien une probabilité. Donc, tout ce qu'on peut faire avec de machine learning, c'est-à-dire régression et classification, on peut le répliquer avec de l'ANN. Maintenant, on passe au CNN. C'est clair et net. L'algorithme CNN, je peux vous expliquer ça après. Le CNN est utilisé pour faire de la classification sur des images, sur du computer vision. Le RNN est utilisé en fait pour des données séquentielles comme les séries temporelles. Vous avez un use case, hein, c'est-à-dire prédire en fonction du temps le truc, enfin la consommation en matière de 2G électronique. Mais on peut aussi utiliser l'RNN dans utiliser d'autres types de données séquentielles, par exemple les données texte. En fait, quand on lit un texte, c'est des données séquentielles, donc on utilise l'RNN. Il y a des gens en fait qui mélangent entre le RNN et le CNN, donc l'architecture s'appelle RCNN. Mais ça, c'est par rapport à l'apprentissage supervisé. Par rapport en fait, à l'apprentissage non supervisé, ça c'est l'apprentissage non supervisé, on peut utiliser le auto-encode. En fait, l'architecture auto-encodeur, c'est-à-dire encodeur-décodeur, c'est une architecture qui permet de faire une réduction des dimensionnalités. Voilà, on peut réduire, par exemple, on passe de 30 000 colonnes vers, par exemple, 300 colonnes. Donc, en fait, on va réduire la dimensionnalité en utilisant c'est-à-dire l'architecture auto-encodeur. Après, l'idée sont des architectures, disons, un peu exotiques, comme le Self-Organizing Map et le Deep Boltzmann Machine. Ça utilise beaucoup de physique. Si vous étiez bon en thermodynamique, en physique statistique, quand vous étiez jeune en classe prépa, vous devriez en fait comprendre facilement le Boltzmann Machine. Mais bref, allez, on va commencer tout d'abord
Après, dites-moi, vous voulez qu'on commence par quelle architecture? En fait, aujourd'hui, ça sera, disons, un monologue. Je ne veux pas coder. Hein. L'idée, en fait, c'est de vous montrer le maximum comment ça fonctionne une architecture de deep learning. Après, vous me dites. Donc, allez, on va commencer par ANN.